l'étude du comportement du consommateur va impliquer tout d'abord deux premières étapes. La troisième étape figurera dans la vidéo suivante, puisqu'on évoquera à ce moment-là le processus d'optimisation ou de maximisation de l'utilité d'un consommateur sous sa contrainte de revenus. Alors, les préférences, à quoi cela correspond? Ça décrit comment et pourquoi les gens préfèrent tel bien plutôt qu'un autre. Donc nous verrons ultérieurement les différentes propriétés de ces préférences et donc de ce niveau d'utilité. Associé à cela, il faudra qu'on regarde de près ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, puisque naturellement, ce que nous verrons progressivement, c'est que les préférences des consommateurs sont la majorité du temps régies par un principe qu'on appellera un principe de non-satiété. Très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut toujours plus que moins. Oui, mais, parce qu'il y a un mais qui est excessivement important, c'est qu'on est tous régis par des contraintes budgétaires différentes. Autrement dit, nous avons tous des revenus qui sont différents. Donc il va falloir allier ce principe de non-satiété avec la réalité, en quelque sorte, qui est notre contrainte budgétaire, autrement dit, notre contrainte financière. Commençons, si vous le voulez bien, par le classement des préférences. Donc ici, au cours de cette première diapo, je vais tout simplement définir deux types d'utilité, l'utilité totale et l'utilité marginale. Alors, c'est quoi l'utilité totale? C'est la satisfaction qu'un consommateur va retirer de la quantité totale de biens consommés. Autrement dit, plus la consommation sera élevée et plus l'utilité totale sera élevée. À la diapo suivante, je prendrai un exemple puisque j'y ai associé un exemple numérique. Cette utilité totale n'est pas à confondre avec l'utilité marginale qu'on peut définir ainsi. C'est la variation de l'utilité totale suite à la consommation d'une unité supplémentaire. Ce que nous allons voir dans un instant au travers de cet exemple numérique, c'est que l'utilité marginale est positive, mais elle diminue au fur et à mesure que la consommation d'un bien va augmenter. Dit autrement, l'utilité marginale sera décroissante. Exemple numérique que je vous ai promis, le voici. Il est très simple. Imaginons des quantités de biens consommés. Initialement, quantité de biens, première colonne, aucune quantité de biens consommés. Utilité totale associée, 0. Imaginons que ce soit un verre d'eau, qu'il fasse très très chaud, que vous ayez finalement extrêmement soif. Bon. Le premier verre d'eau, que va-t-il vous procurer? Si je vous questionne, vous allez me dire que mon niveau d'utilité est de 10. Très bien. Comment a évolué votre niveau d'utilité entre les deux périodes? Première période où on n'avait pas mis à disposition pour vous un verre d'eau, et là on vous offre un verre d'eau. Eh bien, l'utilité marginale, c'est bien quoi? La variation de l'utilité totale rapportée à la variation des quantités. Donc ici, l'utilité totale a bien augmenté de 10. Je vous amène un deuxième verre d'eau. Donc vous passez de la quantité égale à 1 à la quantité égale à 2. Je vous re-questionne et je vous demande où vous en êtes en matière de degré de satisfaction. Et vous m'indiquez que vous êtes passé de 10 à 18. L'utilité marginale est donc égale à combien? Eh bien tout simplement à 18 moins 10 sur 2 moins 1. J'ai pris un exemple très simple puisque je n'ai fait que rajouter un verre d'eau. Donc le système itératif est ici extrêmement simple. Que remarquez-vous? On voit bien que l'utilité totale augmente au fur et à mesure que vous allez consommer ce verre d'eau, ou ce verre d'eau supplémentaire plutôt. Par contre, que remarquez-vous? L'utilité marginale reste positive, mais elle est effectivement décroissante. Ça veut dire que, pour être très concret, quand vous passez du 5e verre d'eau au 6e verre d'eau, votre niveau d'utilité totale reste exactement le même. Conclusion, l'utilité marginale est ici égale à 0. Alors, il existe une typologie au niveau de l'utilité et les économistes ont tendance à dissocier deux types d'utilité. L'utilité ordinale et l'utilité cardinale. À quoi correspond l'utilité ordinale? L'utilité ordinale est reliée
à votre capacité de classer ces préférences selon un ordre logique et strict, mais, et c'est ça qui va la différencier de l'utilité cardinale, sans leur donner une valeur. Alors, je prends un exemple qui va être lié plus ou moins à ce que vous avez sur votre cours en format PDF, c'est de dire « je préfère le pain au vin ». Voilà. L'utilité cardinale, si je prends ce même exemple entre le pain et le vin, va supposer que vous êtes capable de quantifier les utilités que vous allez retirer de ces consommations potentielles. Quand on dit quantifier, c'est donner une valeur. Donc, ce serait de dire « je préfère 2 fois le pain au vin ». Donc, on voit bien quand même que c'est quand même plus facile de travailler sur une logique d'utilité ordinale que sur une logique d'utilité cardinale. 3 hypothèses de base associées à ces préférences. Première hypothèse, les préférences sont complètes. Dit autrement, elles sont définies pour tous les paniers de biens de consommation. Deuxième hypothèse de base, elle a son importance. Les préférences sont transitives. Dit autrement, si vous préférez A à B, et que dans le même temps vous préférez B à C, de par cette règle de transitivité, alors nous dirons que vous préférez A à C. Et puis, troisième hypothèse de base, troisième grand principe, celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le principe de non-satiété. Je préfère toujours plus que moins, quel que soit le bien. Ça, c'est un raisonnement toute chose égale par ailleurs, puisque tout à l'heure, il faudra naturellement qu'on se dise « attention, il va falloir que je calque ce niveau de préférence par rapport et eu égard donc à ma contrainte budgétaire ». Alors, comment représenter ces préférences et ces différents niveaux d'utilité? Dans le cours, nous faisons écho à ce que nous appelons une courbe d'indifférence. Donc, j'ai choisi ici de représenter à nouveau cette courbe d'indifférence, schéma que vous retrouvez d'ailleurs aussi dans votre cours en format PDF, et j'ai rajouté simplement quelques éléments. C'est quoi une courbe d'indifférence? Commençons par la définition à droite sur la diapo. Une courbe d'indifférence va représenter toutes les combinaisons de paniers de consommation, et c'est ce qui suit qui est le plus important, qui vont vous apporter le même niveau de satisfaction, autrement dit le même niveau d'utilité. Ça veut dire quoi ici? Regardons concrètement le graphique qui se situe maintenant à gauche. J'ai représenté une courbe d'indifférence en bleu, et vous avez ici un panier de biens de consommation qui se résume à sa plus simple expression, puisqu'on imagine que vous allez soit acheter du pain, donc une baguette de pain, soit du vin. Ça veut dire quoi? J'ai positionné 2 points, le point A et B. Ça veut dire que vous soyez au point A, où finalement vous avez assez peu de vin, mais beaucoup de pain, ou au point B, où vous avez plutôt une préférence pour le vin et un peu moins pour les baguettes de pain. Ça veut dire que vous soyez au point A ou au point B, en termes de quantité relative de pain ou de vin, ceci va vous donner le même niveau de satisfaction. D'où cette notion d'indifférence. Donc voilà ce qu'est une courbe d'indifférence. Alors, à partir de là, une fois qu'on a compris c'est quoi une courbe d'indifférence, autrement dit qui va vous donner le même niveau d'utilité, il est possible de calculer, d'appréhender ce qu'on appelle le TMS, autrement dit le taux marginal de substitution. Je commence par la définition et j'ai laissé en rouge les concepts qui vont être importants pour comprendre le graphique qui va suivre à la diapo suivante. Le TMS, donc le taux marginal de substitution entre deux biens, un bien X et un bien Y, et après je vais reprendre mon fil conducteur entre le pain et le vin, va mesurer par exemple ici la quantité de pain ou de baguettes de pain que vous êtes prêt à céder pour accroître en contrepartie la consommation de l'autre bien, à savoir le vin. Mais si je m'arrêtais là, la définition serait incomplète. En fait, ce qu'il faut rajouter, c'est que vous allez céder d'un côté, vous allez récupérer de l'autre, et l'idée, c'est que vous devez maintenir le même niveau d'utilité. Autrement dit, vous devez rester sur la courbe d'indifférence. Alors, je prends un exemple numérique, voilà, avec quelques chiffres que j'ai tout simplement inventés. Commençons au point A. Au point A, regardez,
c'est l'idée que sur cette courbe d'indifférence, voilà, hein, que je sois au point A, au point B, au point D, au point E ou au point G, vous allez ressentir le même niveau de satisfaction, le même niveau d'utilité. Donc je suis sur une courbe d'indifférence. Au point A, c'est que vous allez consommer 16 baguettes de pain, et imaginons que ce soit associé à 1 litre de vin. Très bien. Et c'est l'idée que vous dites, bon, j'ai pas assez de pain, donc je cherche à obtenir, pas assez de vin, pardon, je cherche à obtenir une unité de vin supplémentaire. Très bien. Mais je veux obtenir le même niveau de satisfaction que précédemment. Donc, combien de quantités de baguettes de pain je dois céder pour obtenir une unité supplémentaire de vin, tout en maintenant constant mon niveau de satisfaction? Eh bien, ce que nous remarquons ici, de par cette configuration particulière de la courbe d'indifférence, c'est que vous devez céder 6 baguettes de pain pour obtenir une unité de vin supplémentaire. Et donc, à partir de là, vous pouvez calculer le taux marginal de substitution qui correspond à une sorte de ratio où au numérateur, vous allez indiquer les quantités que vous allez céder, donc delta B, B pour la baguette de pain, et au dénominateur, c'est les quantités de vin que vous allez récupérer, qu'on va appeler delta V. Et donc ici, je cède 6 baguettes de pain pour obtenir une unité de vin supplémentaire. Dit autrement, le TMS est égal à moins 6. D'accord? Alors que remarquez-vous quand même? C'est que le TMS est ponctuel. Le TMS est ponctuel. C'est que la valeur associée au TMS, ce n'est pas une constante. Regardons maintenant. Vous voulez du point B au point D. Et vous dites, bon, ça ne me suffit pas, je voudrais avoir une unité de vin supplémentaire. Combien de baguettes de pain vous devez céder? Regardons sur la courbe d'indifférence, vous devez céder 4 baguettes de pain pour obtenir une unité de vin supplémentaire. Donc on voit que la valeur du TMS est bien sûr décroissante. C'est normal, parce que plus vous allez céder de baguettes de pain, et moins vous aurez de baguettes de pain à offrir. Donc ça va coûter de plus en plus cher. D'accord? Donc voilà ce qu'était la courbe d'indifférence et le concept clé majeur associé qui est le taux marginal de substitution. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps sur cette notion de préférence et derrière la courbe d'indifférence et le TMS donc associé.